a eu la chance et le mérite de trouver des professeurs en ingénierie mécanique qui ne sont pas partis à l'armée et qui ont décidé par sionisme pur de se battre pour l'armée, pour améliorer les compétences et les performances de l'armée et surtout de sauver la vie de nos soldats par des moyens technologiques qui sont simples, mais il faut y penser et il faut les fabriquer. On a, nous, une intendance et une logistique qui est vraiment extraordinaire. Dès qu'il y a une unité qui nous dit quels sont les appareils qu'ils ont dans les poches et qu'est-ce qu'ils ont besoin, le lendemain, ils le reçoivent. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Nathan Vatine, qui est avocat, mais qui est aussi, on va dire, le président fondateur de Kerenor Kessaria, qui s'est adjoint depuis la guerre les compétences de Meir Panim. C'est donc devenu Kerenor Kessaria, Meir Panim, ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Nathan Vatine, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Alors, vous avez fait des tas de choses pendant cette guerre. Vous avez aidé énormément d'unités, de bases, de soldats, en leur livrant beaucoup de matériel. Oui, c'est sûr. Il a fallu parer un petit peu à des problèmes de logistique de l'armée qui a été pris de court avec un nombre de réservistes qui a dépassé les espoirs de l'armée. Donc, il a fallu suppléer à toutes les carences. Voilà, alors vous avez fait beaucoup de choses, sans parler des repas que vous continuez à livrer, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez, on va dire, décidé de monter en grade dans votre aide, puisque vous avez monté, alors là, asseyez-vous tous, parce que franchement, ça dépasse l'entendement, un département technologique pour aider l'armée. Oui, exactement. D'où ça sort? Comment vous avez fait ça? On a eu la chance et le mérite de trouver des professeurs en ingénierie mécanique qui ne sont pas partis à l'armée et qui ont décidé par sionisme pur de se battre pour l'armée, pour améliorer les compétences et les performances de l'armée et surtout de sauver la vie de nos soldats par des moyens technologiques qui sont simples, mais il faut y penser et il faut les fabriquer. Alors eux, évidemment, ils ont été combattants par le passé, donc ils connaissent exactement l'armée, ils savent de quoi les combattants ont besoin sur le terrain, et c'est ça, en fait, que vous avez décidé de mettre en place. Voilà, on a décidé de mettre en place, et Meir Panim, avec Kerenor Kessaria, nous finançons totalement cette initiative, qui est un très haut niveau. Alors, on va rentrer dans les détails parce que on va parler bien sûr du budget, mais de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que vous avez décidé d'inventer pour améliorer la vie de nos soldats? Vous savez, quand j'étais déjà à l'armée, j'étais aussi dans des blindés, et on disait toujours que Tsahal est fort la nuit. Donc, c'est notre avantage par rapport à nos ennemis, et nous étions toujours mieux équipés que nos ennemis à ce niveau-là. C'est toujours le cas ? Oui, c'est encore le cas, mais il y a quelques carences actuellement, étant donné qu'il y a énormément de lunettes de vision nocturne qui ne sont pas adaptables sur des casques, surtout quand il s'agit de casques qui ne sont pas des casques qu'on appelle tactiques, des casques normaux. Alors, les casques normaux, c'est les grands casques qu'on voit comme ça, qui parfois baladent un peu. C'est pas toujours adapté aux soldats. Voilà, exactement. On entend beaucoup de plaintes d'ailleurs des soldats qui se disent que c'est difficile, que c'est lourd et que de se battre avec, c'est pas génial. Oui, quoi. On a essayé de remplacer beaucoup de casques normaux par des casques tactiques qui sont assez chers. Et il y a énormément d'unités qui ont reçu ça. Mais il faut comprendre que quand on a des lunettes de vision nocturne qui sont dans la poche, et qui ne c'est comme sont ça que pas, ça se passe, on les met dans la poche, on n'a pas d'autres moyens? On n'a pas d'autres moyens. Quand on est dans la poche, imaginez-vous une patrouille la nuit, tiens, on va regarder ce qui se passe. Ah, il y a un terroriste, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'arme et on essaye de viser, mais on voit rien. Tandis que quand on a les lunettes qui sont fixées sur le casque, alors on voit tout de suite le terroriste avant qu'il nous voie, on voit qu'il sort de leur puits, et ils sont faciles à éliminer à partir du moment où on est les premiers. Vous avez des témoignages de soldats qui ont bénéficié justement on peut dire de quoi il s'agit, un adaptateur qui fixe en fait les lunettes sur le casque. Nous avons beaucoup de témoignages, mais on ne peut pas en parler à l'antenne, vous comprendrez. En tout cas, c'est efficace. C'est extrêmement efficace, c'est l'arme fatale, on peut dire. Mais également, ça sauve la vie de ces soldats, parce qu'ils voient de tous les côtés.
Et, ils sont pas gênés, ils n'ont pas besoin sont de... pas gênés. Voilà. Et surtout, ils ont l'arme à la main. Je pense que chacun peut arriver à comprendre ça. Alors, les lunettes de vision nocturne, il y en a de différentes sortes. Il y en a à deux voilà, avec 2 binoclos. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a 3 sortes. Il y en a, Okay. il y a celles qui sont d'un seul œil. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui préfèrent avec un seul œil parce qu'il permet d'avoir un œil qui voit avec cette vision nocturne et l'autre œil qui regarde le champ immédiat. Donc on voit les deux choses. Et il y en a d'autres qui sont comme des jumelles, mais il fallait donc prévoir le système qui permettait de les fixer sur n'importe quel casque et de pouvoir les baisser, les abaisser dès que la nuit arrive, et puis quand c'est le jour, de pouvoir les enlever facilement. Donc il fallait une ingéniosité absolument incroyable de ces chercheurs, ingénieurs, qui en l'espace de 48 heures ont trouvé le système et nous l'avons fabriqué immédiatement. Déjà, on peut dire que 4500 ont été déjà distribués à des soldats qui avaient leur appareil dans la poche. Et l'armée vous a autorisé ça? Ça a été fait de concert avec eux? L'armée est ravie. L'armée est ravie et c'est très bien que c'est un avantage énorme. Et on a, nous, une intendance et une logistique qui est vraiment extraordinaire. On peut dire que dès qu'il y a une unité qui nous dit quels sont les appareils qu'ils ont dans les poches et qu'est-ce qu'ils ont besoin, on peut dire que le lendemain, ils le reçoivent. Adapté en fonction de leur matériel. Alors, ce qui est génial, c'est que, OK, des ingénieurs, mais on parle quand même de 400 volontaires qui travaillent sur ce projet. Oui, à peu près 400 volontaires. Et bien sûr, on ne paye pas de salaire puisqu'ils sont tous volontaires. Et ils travaillent toute la journée? Et toute la journée. Ils se succèdent les uns aux autres. Et alors, nous, grâce à Meir Panim, on les nourrit, on leur amène des repas. Et bon, mais il faut acheter les matériaux, les machines, on nous les a prêtées à cet usage. Il faut aussi du textile, je crois, pour, bien sûr, que tout ça tienne. Pour adapter ça, il faut le tenir sur le casque. Donc, il y a tout un élément textile de courroie velcro qui peut s'adapter à toutes sortes de casques et qu'on a dû également fabriquer. Alors, il y a un département qui s'occupe que du textile. Et là, on est en accord en coopération avec la Viso, qui travaille également presque 24 heures sur 24 pour nous faire toutes ces courroies, etc. Puisqu'il y a environ 15 000 appareils comme ça qui ne servaient à rien et qui vont être distribués grâce à cette opération. C'est génial. J'espère d'ici la fin du mois. Génial. On est franchement scotchés, bluffés, parce que c'est pas la seule initiative. Je crois que vous avez une dizaine de petits projets comme ça que vous développez parallèlement. Oui, et qui sont développés, qui sont distribués. Notamment, par exemple, cet appareil qui est extraordinaire, mais qui est simple. Il s'agit vous savez, le principal problème qu'il y a à l'intérieur des tunnels, c'est dans les angles, quand on doit tourner. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on ne voit pas, il n'y a pas de visibilité. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de visibilité. On sortait la tête pour voir si... Et hop, une balle dans la tête. Et une balle dans la tête. Donc on a sorti une sorte d'appareil qui est comme pour faire des selfies avec une télescopique. Et ça rentre dans une poche de la veste. Et on le sort, c'est tout noir à l'extérieur. Et il y a un miroir qu'on arrive à actionner à partir de la poignée et regarder dans tous les sens. Et à partir du moment où on voit que le passage est libre, on peut s'y mettre. Donc ça aussi, ça sauve la vie de soldats. Je crois qu'il y a aussi le problème des gilets céramiques qui sont très très lourds. Et pour certains combattants qui sont médecins, donc qui doivent entrer, sortir ça c'était assez dramatique. C'était compliqué pour eux. Bien sûr, c'était pour nous crucial de sauver la vie de nos médecins. C'est eux qui sauvent la vie de nos blessés. Alors comment ils allaient? Ils allaient sans gilet sur le terrain? Ils ne pouvaient pas mettre le gilet céramique, sauf certains qui avaient reçu des gilets céramiques qui étaient tout à fait adaptés au matériel qu'ils devaient prendre. Il y en a comme ça, mais il y a énormément de médecins qui sont sur le front et qui n'ont pas le céramique dans leur gilet parce que c'est trop Pourquoi? Parce qu'ils doivent prendre des pansements, ils doivent prendre du matériel. Des pansements, tout le matériel. Et bien sûr, ça ne peut pas rentrer sur les gilets normaux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des gilets céramiques qui sont de dernier cri, et on les a amenés à nos ingénieurs qui ont créé sur ces gilets céramiques toutes les poches et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir prendre tout le matériel nécessaire pour sauver les vies de nos soldats. Et là, on en a distribué hier, oui, on a distribué, je crois, 7
Voilà. Ils ont dû faire la fête, les médecins. Oui, bien sûr, pour eux, ça change tout. Ils sont protégés. Ils peuvent aller soigner sur le terrain avec un génie céramique comme les combattants, parce qu'après tout, c'est vrai qu'ils ne se battent pas, mais ils sont derrière. Oui, mais ils font un travail qui est absolument incroyable et ils sont en danger extrême. Permanent. Alors, un projet magnifique qui coûte beaucoup d'argent, voilà, évidemment, je crois qu'on parle de 150 000 euros. Oui, à peu près 150 000 euros par mois. Donc je ne sais pas combien de temps va durer la guerre et combien de temps on aura pour pouvoir développer tous ces produits-là. Vous avez financé combien de mois pour l'instant? Un mois? 1 mois et demi. Ok, pas mal. 1 mois et demi. Grâce à quoi? Des donateurs? Que des donations, beaucoup des États-Unis. Okay. Je veux dire, on a reçu une très grosse aide de donateurs des États-Unis, mais également de France, également du Canada, d'Angleterre, un petit peu partout, dans tous nos groupes qui soutiennent notre action. Et bien sûr, c'est un appel pour pouvoir nous aider, sachant que pour les Français, ils pourront recevoir un CERFA en donnant directement à Mirpani, mais le mieux c'est de m'appeler directement. Pour voir comment on peut vous aider, parce qu'il y a peut-être des ingénieurs qui ont envie de vous rejoindre, on ne sait pas. Ça c'est un autre volet. Mais pour les donations, le mieux c'est de me contacter directement. Alors je donne le numéro, Nathan, 052 37 666 01, c'est un numéro de WhatsApp, vous pouvez écrire et expliquer comment vous avez envie d'aider, voilà, tout simplement. Alors, ça, c'est, on va dire, le côté pratique, le côté investi et qu'on connaît bien, qu'on te connaît bien, parce que c'est pas la première fois que tu interviens ici. Mais il y a aussi le côté plus personnel, parce que c'est vrai que tu es en Israël depuis des années. Tu as été un grand militant dans ta jeunesse. Tu continues de l'être ici. Et tu es un peu énervé du fait que les francophones ne viennent pas assez en Israël, même en ce moment. Je ne veux pas faire de culpabilisation. Non, culpabilise pas, mais... Parce que les Français, on sait, nos frères qui sont en France ou ailleurs, d'abord, ils nous ont aidés. Et ils continuent. Et ils sont dans une situation qui est loin d'être commode pour eux-mêmes. Et ils sont assez déprimés et ils sont dans une situation de passivité en faisant ce qu'ils peuvent. Donc, je ne veux pas les condamner. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. C'est que... vous savez, j'étais dernièrement dans une base militaire, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, dans le Nord, et nos soldats, il faut comprendre que l'effort qu'ils font, je ne parle même pas des soldats combattants dans le Sud qui risquent leur vie tous les jours. Alors eux, ils ont de l'adrénaline, ils sont débordés de travail. Voilà, ils ont une motivation extraordinaire. Mais imaginez-vous, des pères de famille qui ont laissé leurs femmes à la maison. Ils les ont vus peut-être 1 ou 2 fois. Il y a tous les enfants, il faut s'en occuper. Il y a l'intendance, il y a leurs affaires qui périclitent. Est-ce qu'ils vont recevoir de l'argent du gouvernement ou pas ? Sans parler, bon, bien sûr, ça c'est pour les salariés, mais l'effort économique est énorme, ils se font un souci d'encre et ils seront dans une situation au Nord qui est une sorte de situation de passivité. Ouais, ils ne se battent pas au Nord, ils répondent. Ils répondent uniquement, donc c'est extrêmement frustrant et ils ne voient pas non plus la lumière au bout du tunnel. Donc imaginez-vous... Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon, en tout cas... je parle de ces combattants. Et quand je suis revenu de cette soirée-là, que j'ai compris à quel point l'épreuve était difficile, quand je vois les affaires qui périclitent en tant qu'avocat, parce que par manque de clients, tout simplement. D'enthousiasme. De clients. D'enthousiasme, voilà. Oui. Regardez, à Tel Aviv, par exemple, il y a un restaurant que je connais très bien qui a fait beaucoup de bénévolat et des repas pendant les premiers jours. Aujourd'hui, le soir, il est pratiquement vide. Pourquoi ? Parce que les parents doivent prendre une babysitter pour sortir, ils laissent les enfants et ils ont peur qu'il y ait une alerte. Et alors, ils vont laisser les enfants pendant cette alerte avec la babysitter. Non, et eux, ils vont sortir au restaurant. C'est un appel pour demander aux Français de venir soutenir l'économie, Je voudrais que les Français et tous ceux qui nous entendent prennent conscience de la situation, que la situation est beaucoup plus grave d'un côté, mais d'un autre côté, la vie de tous les jours, ici, en Israël, il faut comprendre, ils regardent les informations, elle n'est pas si terrible que ça. La vie, elle continue. La vie, elle continue. Il y a encore, quand il pleut pas, il y a du monde sur les plages de Tel Aviv et ailleurs. Dans les bars aussi, le soir dans les cafés, certains font de la résistance. Donc, ce qu'il faut,
c'est que nos frères de France, de la diaspora, je sais que les billets d'avion sont plus chers. Par là, il y a moins d'avions. Mais écoutez, c'est vraiment, ça crève le cœur de voir l'aéroport de Ben Gurion qui est pratiquement vide. Donc il faut revenir. Oui, on dirait qu'on est à l'époque du Corona. Moi, je me souviens, vous dites que je suis là depuis longtemps, depuis 1976, mais quand il y avait la guerre du Golfe, où il y avait des Scuds qui nous tombaient dessus, eh ben, les Français venaient, faisaient des voyages d'identification. Des voyages de solidarité. Par groupe, de solidarité. Ils venaient et l'aéroport n'était pas aussi vide qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est resté dans une situation. Il y a quand même des groupes, des petits groupes qui commencent à s'organiser. Ça aussi, on peut vous appeler si on a envie de faire un voyage. Alors, justement, on ne va pas organiser le voyage, ni l'hébergement, ni le billet d'avion. Mais ceux qui viennent et qui veulent faire du volontariat, alors on a énormément de possibilités de les guider. On a fait une équipe spéciale qui s'occupe du guidage des volontariats. Bon, que ce soit un volontariat agricole, que ce soit pour aller voir les blessés dans les hôpitaux et leur apporter un certain réconfort, que ce soit pour notre unité technologique, pour les ingénieurs, etc., qui veulent donner un coup de main et travailler aussi tous les jours. Il y a de quoi faire. Ou dans tous les centres de Meir Panim, où on prépare à manger, on fait encore... On peut venir faire du bénévolat en Israël, soutenir la population, il faut venir. On a besoin de vous, vous nous appelez et on essaiera de vous guider au maximum pour que vous gardiez un souvenir inoubliable de votre passage et que vous auriez apporté énormément de réconfort, non seulement aux soldats, mais aux familles qui ont été déplacées et qui sont traumatisées pour la plupart. Je fais appel à tous les coiffeurs, à toutes les esthéticiennes, à tous les masseurs et masseuses qui viennent apporter du réconfort à toutes ces personnes qui ont vécu une véritable Shoah. Il faut voir la situation, elle est dramatique. Sûr. Il faut venir nous aider. Alors, en tout cas, merci Nathan pour tout ce que vous avez mis en place. J'espère que les gens vont répondre, vont être sensibles à votre double message. Je redonne le numéro de WhatsApp 052 37 666 01. Si vous avez envie de mettre la main à la pâte, d'aider, de venir en Israël, ou pourquoi pas de faire un don, vous pouvez le faire. Bravo pour tout ça, c'est génial. Merci pour nos soldats. Merci et pour tous nos enfants. Pour nous recevoir à chaque fois. Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt.